Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre de Meet the Expert, notre réunion hebdomadaire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Anna Rousselière de l'hôpital d'Erasme, une spécialiste de l'insuffisance cardiaque. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous la remercions d'avoir accepté notre invitation, ainsi que toute l'équipe d'Erasme, hein. Bienvenue à tout le monde. Et je laisse le soin à notre ami Shahinaz, hein, Abdelbaki, qui est derrière cette réunion, hein, c'est elle qui est derrière, pour vous présenter un petit peu notre invité. Shahinaz, à toi la parole. Merci. Donc, en remerciant le docteur Anna Rousselière d'avoir accepté notre invitation, nous avons le plaisir aujourd'hui d'écouter un professeur associé à la clinique d'insuffisance cardiaque au service de cardiologie Erasme, une référente en insuffisance cardiaque, en transplantation cardiaque et en assistance circulatoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on a un souci avec un patient greffé ou insuffisant cardiaque terminal, on faisait appel à ses connaissances. On la remercie aujourd'hui, on a le plaisir de l'écouter. On vous remercie, à vous la parole. Bon, un grand merci, Shainez, pour l'invitation. Merci à tout ton service de m'avoir invité. C'est un plaisir de pouvoir partager justement cette présentation avec vous et de poursuivre cette interaction et ce partage qui est très important entre l'Algérie et la Belgique. Donc aujourd'hui, on va parler sur l'insuffisance cardiaque avancée. Alors, pourquoi j'arrive pas à... Alors, attendez. Voilà. Donc, l'insuffisance cardiaque en général, donc comme on connaît tous, donc c'est une maladie qui est très fréquente et on estime que 2 à 3% de la population adulte souffre d'insuffisance cardiaque et on peut estimer à plus de 6 millions de patients aux États-Unis et on peut estimer environ 250 000 patients en Belgique. Donc, parmi cette population d'insuffisance cardiaque, nous avons entre 1 et 10% qui va évoluer vers l'insuffisance cardiaque avancée. Et donc, c'est l'insuffisance cardiaque avancée qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, vous connaissez tous donc, cet algorithme pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique qui a été publié par la Société européenne de cardiologie en 2016. Ce sont les guidelines pour l'insuffisance cardiaque. Et donc, on peut déjà essayer d'identifier les patients qui sont déjà avancés dans leur maladie à partir de ce schéma. Donc, c'est-à-dire, on connaît bien donc, les patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée, c'est-à-dire avec une fraction d'éjection inférieure à 40%, doivent recevoir donc, un traitement par un inhibiteur de l'enzyme de conversion, un bêta-bloquant. Si les patients restent toujours symptomatiques avec une fraction d'éjection inférieure à 35%, on va ajouter à leur traitement donc, la spironolactone, un inhibiteur de récepteur de la spironolactone. Et si les patients sont toujours symptomatiques, là, on va aller vers donc, soit le patient qui est capable de tolérer un inhibiteur ou un zartan, on va vers donc, la nouvelle molécule, donc le sacubitril/valsartan, donc l'Entresto. Si le patient reste en rythme sinusal avec la durée du QRS supérieure ou égale à 130 millisecondes, on va évaluer donc la possibilité de proposer donc la resynchronisation cardiaque. Si le patient est toujours en rythme sinusal, mais avec une fréquence cardiaque supérieure ou égale à 70 battements par minute avec des doses déjà optimales de bêta-bloquants, on va évaluer donc l'ajout de l'ivabradine et aussi, bien sûr, donc si les patients sont toujours avec une fraction d'éjection inférieure ou égale à 35%, donc on va aussi proposer l'implantation d'un AICD, donc d'un défibrillateur implantable. Mais si les patients sont toujours symptomatiques malgré le traitement optimal, toléré, donc là, on arrive justement à notre thème d'aujourd'hui, c'est l'insuffisance cardiaque avancée, c'est le patient qui reste symptomatique. Et pour ces patients, on doit considérer
donc la transplantation cardiaque ou l'implantation d'une assistance. Et pour les patients qui restent symptomatiques, qui restent symptomatiques, mais qu'on peut rien proposer, où les patients sont très avancés, qui sont âgés, et ça on verra plus tard. Donc là, malheureusement, on va seulement essayer d'améliorer les symptômes avec des doses des diurétiques et malheureusement, dans certains cas, on arrive aux soins palliatifs. Dans la phase aiguë, dans l'insuffisance cardiaque aiguë, donc nous avons aussi un algorithme. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais donc cet algorithme va définir la population en fonction de la présence d'une congestion ou la présence de la bonne perfusion périphérique. Et donc, si on a, par exemple, pour les patients qui ont une bonne perfusion périphérique, donc on essaye toujours avec les diurétiques, avec les vasodilatateurs, mais si on n'arrive pas à améliorer ces patients, donc une autre possibilité, c'est de penser à l'ultrafiltration, à la dialyse pour améliorer donc la volémie de ces patients donc, et améliorer justement les symptômes de surcharge. Pour les patients qui sont hypoperfusés, donc ce sont les patients les plus graves qu'on appelle les wet and cold, donc ce sont les patients qui sont pas congestifs et qui ont une mauvaise perfusion. Donc, pour cette population, on va proposer initialement des inotropes, des vasopresseurs, les diurétiques, si on peut, donc leur proposer les diurétiques si on a quand même une bonne perfusion. Mais donc, si on n'arrive pas à les améliorer, il faut considérer donc, les supports circulatoires, donc si on n'arrive pas à améliorer avec les drogues inotropes. Donc, on a plusieurs façons d'évaluer la gravité des patients. Donc, la plus fréquente et la plus utilisée, c'est la classification NYHA. Donc, c'est une classification fonctionnelle. Donc, on connaît tous cette classification et c'est celle qu'on utilise régulièrement dans la vie de tous les jours, dans la consultation, dans les hospitalisations. Donc, classe 1, aucune limitation de l'activité physique. Et jusqu'à la classe 4, c'est le patient qui a l'impossibilité de faire un effort sans avoir, donc sans se sentir donc limité, sans être symptomatique, sans être dyspnéique. Et la classe 4, c'est le patient qui est symptomatique même au repos, qui n'arrive même pas à sortir de son lit. On a d'autres formes d'évaluer donc la gravité des patients. Donc, on a plusieurs scores. Donc, ce sont des scores combinés qui on peut utiliser donc facilement. Donc, on peut mettre des applications sur le téléphone portable et utiliser régulièrement et rapidement. Mais ces scores donc, ont été créés à partir des populations assez spécifiques, assez limitées. Et donc, ces scores ne sont pas très sensibles et très spécifiques dans notre vie de tous les jours. Donc, par exemple, le score, donc le Heart Failure Survival Score, utilise plusieurs données, par exemple la présence d'une cardiopathie ischémique, le délai de conduction intraventriculaire, la fraction d'éjection, la fréquence cardiaque, la concentration de sodium. Et à partir d'un algorithme, on peut arriver à un score qui est bas, modéré ou élevé. Donc, on a un autre score, c'est le Seattle Heart Failure Score Model, qu'on utilise aussi. Donc, on peut rentrer la présence du traitement qu'on utilise et à partir, donc si on ajoute par exemple à des bêta-bloquants, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à un statine, donc on peut varier le score de mortalité des patients. Et à partir de ces scores, on peut avoir des courbes donc de survie. Donc, si par exemple, ça c'est pour le Heart Failure Survival Score, si on a un score qui est bas, donc on a donc une survie donc sans événements, et les événements c'est plutôt la transplantation en urgence ou la nécessité d'une assistance circulatoire. Donc, vous voyez que la survie sans événement, elle est beaucoup plus importante si le patient a un score donc bas par rapport au score élevé. Et la même chose pour le Seattle Model. Donc, en fonction du score, donc on va avoir des survies différentes si le score il est bas ou est élevé.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est vrai que ces scores ne sont pas très utilisés dans la pratique clinique, dans la vie de tous les jours. Et en 2018, on voit apparaître un article, donc c'est un position statement, donc la Société européenne de cardiologie, justement pour nous aider à identifier ces patients en insuffisance cardiaque avancée, parce qu'on sait que si on arrive à identifier assez rapidement ces patients, donc on arrive à les envoyer, à demander justement aux centres qui sont vraiment des centres de référence d'insuffisance cardiaque, donc pour aider justement la prise en charge de ces patients. Donc, on va parler donc, en fonction de ce papier, justement, et on verra donc qu'on arrive avec ce papier à identifier. Alors, donc il y a quelqu'un qui a mis un petit graphe. Alors, donc on va utiliser justement donc, des critères cliniques, biologiques et fonctionnels pour identifier ces patients. Donc, le premier, ça serait justement la présence des symptômes persistants et sévères de l'insuffisance cardiaque. Et là, on utilise la NYHA, classe 3 et 4. Ensuite, on a, donc en fonction de la fraction d'éjection, une fraction d'éjection inférieure à 30%, donc la présence d'une insuffisance cardiaque à droite isolée, la présence des pathologies valvulaires sévères et non opérables, donc la présence de cardiopathie congénitale, une augmentation importante et prolongée des peptides natriurétiques et bien sûr donc la présence aussi d'une dysfonction diastolique sévère avec donc des pathologies, des anomalies structurelles qui vont définir l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou l'insuffisance cardiaque à middle range, donc entre 40 et 50%. Donc, on a d'autres critères. Donc, les patients qui présentent donc, des épisodes de congestion pulmonaire ou congestion systémique qui nécessitent des doses des diurétiques intraveineuses ou sinon qu'on va augmenter les doses des diurétiques ou même combiner les diurétiques. Les épisodes de bas débit, donc, qui va nécessiter une hospitalisation pour le traitement par des inotropes ou des drogues vasoactives. Donc, le patient qui présente aussi des troubles de rythme, donc qui sont malins, donc des TV, des fibrillations ventriculaires qui sont choqués par le défibrillateur, par exemple, qui va nécessiter aussi donc tous ces pathologies-là, donc la nécessité des diurétiques, les inotropes, des troubles de rythme qui vont nécessiter une hospitalisation ou sinon une visite donc qui n'était pas prévu. Donc, une visite, les patients qui nous appellent, voilà, donc je ne me sens pas très bien, donc j'ai les jambes qui sont gonflées, qui vont venir plus tôt que prévu. Donc, s'ils ont plus d'une hospitalisation ou plus d'une visite non prévue dans l'année qui précède donc l'évaluation. Donc, au niveau de la capacité fonctionnelle, donc la limitation fonctionnelle qui va se traduire par un test de marche de 6 minutes inférieur à 300 mètres ou sinon à l'ergospirométrie, une VO2 pic qui est inférieure à entre 12 et 14 ml par kilo par minute. Donc, à partir de là, donc on identifie les patients et à partir de ces valeurs donc biologiques, fonctionnelles et échocardiographiques, on va identifier les patients qui doivent quand même être référés à un centre de référence. Donc la première chose, c'est plutôt l'âge. Donc on va identifier les patients qui sont pas très âgés, inférieurs à 75 ans, parce qu'on sait qu'au-delà, ça sera difficile de proposer quelque chose d'autre, c'est-à-dire la transplantation et même une assistance. Donc, vous verrez que normalement, l'âge limite, elle est beaucoup plus basse. Donc, à partir du moment qu'on a un patient inférieur à 75 ans, on va évaluer les comorbidités. Est-ce que le patient il a une espérance de vie qui est supérieure à 1 an? Donc, si l'espérance de vie elle est inférieure à 1 an, donc yes, donc on va
plus bas. Donc, on ne va pas vraiment référer ces patients dans un centre expert. On va justement essayer d'améliorer les symptômes donc, dans le centre cardiologique local. Mais si cette expérience de vie elle est supérieure à 1 an, donc là, on va évaluer, donc, par exemple, un patient qui a une classe 2, donc, est-ce qu'il a... Donc, c'est le patient qui se dit pas très essoufflé, mais il faut faire très attention parce que les patients, ils vont diminuer donc ces activités physiques, donc là, ces déplacements, et là, ils peuvent ressentir une dyspnée qui n'est pas très importante, mais parce qu'ils ont limité, ils ont diminué leur activité physique. Et là, on va de nouveau vérifier. Donc, s'ils ont eu besoin d'inotrope, si la fraction d'éjection est inférieure à 20%, si on n'arrive pas à augmenter les doses des bêta-bloquants et le traitement pour l'insuffisance cardiaque, s'ils ont une hyponatrémie, s'ils ont quand même une admission ou même plus d'une admission pour une décompensation cardiaque, si la tension artérielle elle est basse, elle est inférieure à 90 mm de mercure, si on a une aggravation de la fonction rénale, si on a une aggravation de la fonction hépatique, si on a une anémie, si on a des troubles de rythme, si on a des épisodes persistants de congestion qu'il faut augmenter les doses des diurétiques. Dans ces cas-là, il faut référer ces patients pour voir s'il faut faire quelque chose d'autre, par exemple, une resynchronisation, par exemple. Et si le patient a déjà donc, la resynchronisation et si on sait qu'il a vraiment une insuffisance cardiaque avancée, là, il faut effectivement référer ces patients pour voir si on peut prévoir d'autres traitements, si on peut proposer d'autres traitements aux patients. Et là, on arrive justement à des choses bien définies qu'il faut vraiment tirer notre attention, que ce sont des signes de danger. Et là, on a de nouveau des signes de danger cliniques, plus une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, la classe fonctionnelle NYHA 3 et 4, donc la difficulté donc, d'augmenter les doses, d'optimaliser le traitement parce que le patient fait une hypotension, par exemple, il fait une aggravation de l'insuffisance rénale. Donc, l'augmentation du traitement diurétique, l'hypotension, donc l'incapacité de faire une ergospirométrie, par exemple, le test de marche qu'on a déjà dit inférieur à 300 mètres. Donc, le patient qui a déjà une resynchronisation cardiaque, mais il n'a pas répondu à ce traitement. Le patient qui perd beaucoup de poids, donc la cachexie, ça, il faut faire très attention parce que c'est un signe vraiment d'insuffisance cardiaque avancée. Et ça, ce sont plutôt la qualité de vie, donc des questionnaires de qualité de vie. Au niveau biologique, donc la fonction rénale, donc le DFG qui est inférieur à 45, une créatinine qui soit supérieure à 160, une hypercalémie ou une hypocalémie, l'hyponatrémie, une hémoglobine qui est inférieure ou égale à 120, le NT-proBNP qui est inférieur ou égal à 1000, donc la dysfonction hépatique et aussi une hypoalbuminémie. Au niveau fonctionnel, au niveau imagerie, c'est la fraction d'éjection inférieure ou égale à 30%. Donc, les patients, la cardiopathie ischémique avec des larges zones akinétiques ou dyskinétiques, pardon. Donc, une insuffisance mitrale sévère, donc la dysfonction du ventricule droit, et des pressions pulmonaires élevées, donc estimées à l'échographie supérieure ou égale à 50 mm de mercure, une insuffisance tricuspide modérée à sévère, donc une sténose aortique donc difficile à grader, donc justement parce qu'on a le bas débit, une insuffisance, la veine cave inférieure dilatée et congestive. Et donc les risques scores, donc ça c'est comme on a vu tout à l'heure, donc les scores, donc comme le Seattle et le Magic. Le Magic, je n'ai pas parlé, mais c'est le score Magic, il reprend plusieurs scores, donc plus de 30 scores avec plein de variables. Et les variables sont plutôt la classe fonctionnelle, l'insuffisance rénale, donc déjà s'ils ont été hospitalisés ou pas. Donc, ça reprend justement tous ces tableaux-là et on peut utiliser un score qui va nous aider encore à évaluer ces patients. Et à partir de là,
ce papier nous propose un acronyme donc, qui est très parlant, I need help, j'ai besoin d'aide. Donc, c'est un appel à l'aide aux cardiologues, aux médecins qui voient ces patients. Et donc, si on regarde l'acronyme, I pour les inotropes, N donc pour la classe NYHA et NT-proBNP, les peptides natriurétiques. E, c'est la dysfonction des organes cibles, end organ dysfunction. E, de nouveau, c'est la fraction d'éjection. Le D, donc les chocs par le défibrillateur. H, les hospitalisations répétées. E, édème, donc l'augmentation des doses des diurétiques. Le L, donc c'est l'hypotension artérielle qu'on n'arrive même pas à éloper, c'est justement le pronostic medication, c'est justement les patients à qui on n'arrive pas à augmenter les doses de bêta-bloquants, les UEC, donc justement parce qu'ils sont hypotendus ou que sinon ils vont augmenter, donc ils vont aggraver sa fonction rénale, leur fonction rénale et parfois leur fonction hépatique. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des critères de gravité. Est-ce que tout va bien jusque-là? Oui, ça va, on vous entend très bien. Okay, très bien. Donc là, on a parlé un peu de l'identification de ce patient, comment on identifie les patients qui ont besoin, qu'on arrive à proposer d'autres traitements. Parce que comme j'ai dit souvent, et ça, donc les PG, Chaynès, donc a souvent entendu, c'est très facile de voir les patients donc, qui sont là pour une décompensation cardiaque. On va les aider avec des diurétiques, on va les aider avec des inotropes, mais si on ne fait rien de plus, donc ils vont revenir donc à chaque fois, donc dans 2-3 mois, donc même plusieurs fois dans l'année, et on va les traiter, ils vont rentrer à la maison, mais malheureusement, si on n'a pas d'autres choses à leur proposer, ils vont mourir. Donc, c'est ça qu'il faut penser. Donc, il faut être actif pour aider donc, nos patients. Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si on arrive justement au bas justement des algorithmes, comme j'ai montré tout à l'heure, on a donc quelques options. Donc, c'est la transplantation cardiaque. On a des assistants circulatoires, et ça, on va aborder aujourd'hui, des assistants circulatoires de courte durée, donc surtout donc l'ECMO, donc des moyennes et longues durées, donc des assistances des VAD qu'on appelle. Et malheureusement, pour certains patients, on n'a que le traitement palliatif. Donc, on va parler maintenant de la transplantation cardiaque. Alors, la transplantation cardiaque, c'est le traitement de gold standard pour l'insuffisance cardiaque terminale, comme on a vu pour les patients qui ont des symptômes sévères et surtout si on n'a pas d'autres alternatives comme traitement. Donc, il faut toujours penser qu'une cardiopathie ischémique, est-ce qu'on a, par exemple, est-ce qu'on n'a pas d'autres choses à faire? Est-ce qu'on n'a pas des pontages à proposer? Si on n'a pas d'autres dilatations coronaires à proposer? Une cardiopathie valvulaire, est-ce que ce n'est pas le moment de remplacer la valve? Est-ce que c'est déjà trop tard? Donc, il faut toujours donc, penser à la transplantation cardiaque comme la dernière alternative. Donc, il faut compter avec la bonne motivation du patient parce que ce n'est pas un traitement anodin, la bonne compréhension, une stabilité émotionnelle. Donc, et c'est pour ça qu'on demande toujours un avis psychologique avant de lister les patients. Il faut que la compliance médicamenteuse soit parfaite parce qu'il faut penser que le traitement immunosuppresseur, s'il n'est pas bien pris, le patient va rejeter son greffon et le patient va mourir parce que le greffon ne va plus fonctionner. Donc, le patient qui n'a pas de contre-indication, il faut regarder toujours les comorbidités. Donc là, donc les patients tout considèrent, donc on a déjà parlé, et les contre-indications, donc on a quand même beaucoup de contre-indications. Il ne faut pas transplanter les patients s'ils sont infectés, s'ils ont une infection active, s'ils ont donc des pathologies artérielles périphériques sévères ou par exemple des pathologies cérébrales, cérébrovasculaires donc importantes. Donc, si on a quand même une hypertension pulmonaire donc irréversible, donc ça, il faut considérer la transplantation cœur-poumon. Donc, le cancer, donc c'est quelque chose qu'il faut toujours chercher parce qu'il faut penser que le traitement immunosuppresseur va aggraver la situation des néoplasies. Il faut on peut
à faire apparaître donc, des cancers, mais les patients qui ont déjà un cancer, on peut aggraver l'évolution de leur maladie. Donc, l'insuffisance rénale irréversible, le patient sous dialyse, donc là, il faut penser à une transplantation combinée, à transplantation cœur-rein, donc des maladies systémiques déjà très avancées. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent contre-indiquer la transplantation. L'obésité aussi, le patient qui continue à fumer, le patient qui continue à boire de l'alcool. Et donc, bien sûr, bien sur la compliance du patient au niveau de son traitement, parce que si on le transplante et s'il ne vient pas à la consultation et s'il ne prend pas son traitement, malheureusement, le patient ne va pas vivre longtemps. On a beaucoup de difficultés et limitations donc, à proposer une transplantation cardiaque. On a par exemple les patients âgés qui ont plusieurs comorbidités. La présence d'un groupe sanguin A, donc comme le groupe B et AB, parce qu'on a moins de donneurs aussi pour ces patients, l'obésité qu'on a parlé, la présence des anticorps anti-HLA, ce sont des anticorps donc, qui vont réduire donc, l'offre des greffons, parce qu'il faut penser que si les patients ont des anticorps donc, contre le système majeur d'histocompatibilité, donc si on transplante ces patients avec un donneur pour lesquels ils ont des anticorps contre les antigènes du donneur. Donc, le risque, c'est de faire un rejet hyper aigu et d'avoir une dysfonction aiguë et rapide du greffon dans les heures et dans les jours qui suivent la transplantation. Et l'hypertension pulmonaire qu'on a parlé, donc aussi, elle est vraiment une hypertension pulmonaire, donc dans la plupart des cas, post-capillaire avec un composant pré-capillaire, qu'on n'arrive pas à diminuer donc les pressions pulmonaires. Le risque, c'est une insuffisance ventriculaire droite en post-transplantation qui va mettre en péril justement la transplantation. Donc, dans certains cas, on va proposer la transplantation cœur-poumon, donc dans le cas d'hypertension pulmonaire. Alors, donc rapidement, donc la transplantation cardiaque, c'est le gold standard, mais il a beaucoup de complications post-transplantation cardiaque. Donc, on a donc, les complications immunologiques. Donc, c'est pour ça qu'on donne le traitement immunosuppresseur pour les patients transplantés. Et les complications immunologiques sont... les complications immunologiques sont justement les complications par le rejet aigu, donc l'inflammation, l'infiltration lymphocytaire qu'on va vérifier, évaluer par les biopsies endomyocardiques. On a l'athérosclérose du greffon qui est un autre type de rejet qui va donner justement qu'on peut avoir des infarctus et même une dysfonction du ventricule gauche, donc liée à cette athérosclérose du greffon sévère, et le rejet immoral qu'on peut avoir justement si on a les anticorps anti-HLA, comme on a parlé tout à l'heure, qui peuvent apparaître après la transplantation également et ils peuvent détruire le greffon et aussi induire l'athérosclérose du greffon. Donc, justement, pour éviter les complications immunologiques, on donne le traitement immunosuppresseur, mais malheureusement, le traitement immunosuppresseur n'est pas anodin non plus et on a plein de complications liées au traitement immunosuppresseur, comme les infections, insuffisance rénale, hypertension artérielle, ostéoporose, néoplasie, etc. Donc, si on ne donne pas le traitement immunosuppresseur, le patient fait des complications immunologiques avec tous les trois types de rejet et la dysfonction du greffon. Et si on donne le traitement immunosuppresseur, on a plein de complications. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien doser le traitement immunosuppresseur pour éviter toutes les complications. C'est toujours la balance entre les complications immunologiques et les complications liées au traitement immunosuppresseur. Après, donc, si on a vraiment donc, les patients chroniques qu'on arrive à identifier, donc on peut les lister pour une transplantation sur une liste de transplantation normale. Le patient va atteindre donc, sa transplantation, d'être appelé pour sa transplantation. Mais malheureusement, dans certains cas, donc, par exemple, le patient qui arrive avec un choc cardiogénique ou le patient on n'arrive pas à sévrer donc les drogues inotropes,
on peut aussi proposer la transplantation en urgence. Et on a deux formes en Belgique. C'est l'urgence nationale, c'est le patient qui sera prioritaire donc, dans le pays. Et l'urgence internationale, c'est le patient qui sera prioritaire, mais parmi tous les pays qui font partie d'Eurotransplant. Et là, donc on a quand même des règles à respecter. Donc, on ne peut pas demander comme ça donc une urgence internationale parce qu'il faut penser que sinon, le patient sera prioritaire. Il a d'autres qui peut-être sont plus graves que lui. Donc, normalement, c'est le patient qui est sous inotrope, qu'on n'arrive pas à proposer une assistance circulatoire. Voilà, donc il y a plusieurs règles qu'on ne va pas parler ici aujourd'hui, mais on a cette possibilité de demander la transplantation cardiaque en urgence. Il faut penser aussi que malheureusement, donc ici on voit donc les colonnes rouges sont le nombre de transplantations cardiaques par an. Donc la dernière, donc ça c'est le bilan Eurotransplant. Donc là par exemple en 2017, donc on avait cette colonne-là et le nuage bleu, ce sont les patients qui sont listés pour la transplantation cardiaque. Donc vous voyez qu'on n'arrive pas à transplanter tous les patients qui nécessitent une transplantation cardiaque, parce que cette différence, elle est assez importante entre le bleu et donc les patients qu'on arrive à transplanter. Donc, pour ces patients-là, donc, il faut proposer d'autres choses. Donc, justement, pour pouvoir atteindre la transplantation cardiaque dans des bonnes conditions. Et donc, tout ce qu'on peut proposer, donc, ce sont les assistances circulatoires. Donc, soit en courte durée, donc ça, on va utiliser plutôt l'ECMO, soit donc en moyenne et longue durée, ce sont les assistances type LVAD qu'on va parler plus tard. Donc, il faut comprendre un peu le vocabulaire qu'on utilise pour les assistances circulatoires, donc en fonction de la nécessité et de la, comment dire, de la proposition pour les patients. On peut utiliser les assistances comme un bridge to decision, c'est-à-dire le patient qui arrive, par exemple, à un choc cardiogénique, on ne sait pas si le patient sera un candidat à une transplantation, à une assistance. Donc, on peut, par exemple, proposer une ECMO donc pour pouvoir réfléchir un peu plus. On a le bridge to bridge, donc c'est aussi le patient qui a une ECMO, par exemple, avant d'avoir un LVAD et après, il aura sa transplantation. Le bridge to candidacy, donc c'est le patient qui, par exemple, arrive avec une insuffisance rénale, qui, pour l'instant, il n'est pas encore candidat à avoir une transplantation. Donc, on peut proposer une ECMO, par exemple, pour améliorer la fonction des organes cibles pour qu'il puisse être candidat à un traitement de plus longue durée, de moyenne ou longue durée. Le bridge to transplantation, donc c'est le pont pour la transplantation. C'est le patient qui va avoir, par exemple, un LVAD pour pouvoir atteindre la transplantation dans des bonnes conditions. Le pont vers la récupération, par exemple, dans les épisodes de myocardite. Donc, parfois, on pose l'indication soit d'un ECMO, soit même d'un LVAD en espérant que le patient va récupérer. Et la destination thérapie, c'est la thérapie définitive. C'est le patient qui n'a pas, qui malheureusement, il ne peut pas bénéficier d'une transplantation cardiaque, mais on peut lui proposer une assistance circulatoire pour qu'il puisse avoir une bonne qualité de vie pour la suite. Voilà, donc ça, c'est un peu le résumé que j'ai déjà parlé avant, donc je ne vais pas répéter. Donc là, ça va faire, oui. Mais ça, c'est justement donc le tableau des guidelines européens publiés en 2016. Et donc, tout ça, j'ai déjà parlé. Et donc, justement, pour nous aider à prendre la décision pour la proposition d'une assistance circulatoire, on a une autre classification, c'est la classification Intermax. Donc, cette classification, donc, elle englobe justement les patients qui sont déjà plus sévères, donc les patients en classe 3, classe 4. Et on a 7 profils des patients, 3 aigus et 4 chroniques. Donc, je pense qu'ici, c'est plus parlant. Donc, on a donc, le patient qui arrive vraiment déjà mourant aux urgences, il n'est même pas classifié. Donc, malheureusement, c'est déjà trop tard.
La classe Intermax 1, c'est le crash and burn, c'est le patient qui a un choc cardiogénique. Donc, la classe 2, c'est le patient qui est déjà sous inotrope, mais qui même sous inotrope, on n'arrive pas, il ne s'améliore pas, il va même s'aggraver malgré l'augmentation des doses d'inotropes et des vasopresseurs. La classe Intermax 3, c'est le patient qui est déjà sous inotrope et qui est stable sous inotropes, mais qu'on n'arrive pas à sévrer les inotropes. C'est le patient qui est là, qui a la fonction rénale reste stable, la fonction hépatique reste stable, mais dès qu'on essaie de le sévrer, on n'arrive pas. Donc, il faut toujours augmenter les doses inotropes. Le frequent flyer, c'est le patient qui est à la maison, mais qui revient régulièrement pour des décompensations cardiaques. C'est le patient qui a plus d'une hospitalisation par an, donc voire 2, 3. Et ce patient-là, il faut vraiment rester très attentif parce qu'à un moment donné, il va évoluer dans la classe fonctionnelle, dans la classe Intermax. Et les autres, ce sont vraiment des patients qui sont à la maison en classe 3 et 4, mais qui sont à la maison, qui ne sont pas hospitalisés. Et là, en fonction de la classe Intermax, ça nous aide aussi à savoir quel type d'assistance on peut leur proposer. Par exemple, la classe fonctionnelle 1, la classe Intermax 1, pardon, le crash and burn, c'est le patient en choc cardiogénique. Et là, on ne va pas se poser la question, on va aller à une assistance de courte durée. À partir du 2 jusqu'au 4, donc le patient qui commence à s'aggraver donc sous inotrope, là, on peut soit proposer une ECMO, une assistance de courte durée, ou aller directement au LVAD. Le patient qu'on n'arrive pas à sévrer, on va proposer directement le LVAD. Et le 4, le patient donc le frequent flyer, c'est déjà le patient qui est déjà listé pour la transplantation, mais il commence à faire beaucoup d'hospitalisation et on sait qui probablement il ne sera pas transplanté rapidement et il n'a pas encore les critères pour être transplanté en urgence. Donc, pour ces patients-là, on peut proposer aussi le LVAD. Alors, donc, une chose importante, c'est le patient qui est hospitalisé, qui est déjà sous inotrope, qui est sous vasopresseur et comment identifier les patients qui commencent à nous échapper. Voilà, donc déjà les patients avec des signes de choc, donc l'extrémité froide, une confusion mentale, donc aggravation des paramètres hémodynamiques, augmentation de pression de remplissage, la diminution de l'index, l'augmentation des doses inotropes, le patient qui commence à faire des troubles de rythme. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas attendre que le patient soit, par exemple, avec des doses très importantes, des vasopresseurs. Donc, on augmente la noradrénaline, on augmente, et il faut faire quelque chose d'autre que seulement augmenter les doses de noradrénaline parce qu'à un moment donné, ça sera trop tard. Donc, les marqueurs d'hypoperfusion tissulaire, donc la diminution de la SCVO2, de la SVO2, augmentation du lactate et aussi les signes de dysfonction d'organes comme la diminution augmentation de la créatinine, donc la dysfonction rénale, la dysfonction hépatique qui commence à s'installer. Alors là, donc dans ces cas-là, donc choc cardiogénique et aussi donc le patient qui commence à nous échapper, donc si on a besoin donc d'un support donc pour améliorer la perfusion tissulaire, donc on va parler donc de extracorporeal life support, le ECLS, et ce qu'on utilise le plus c'est l'ECMO, donc justement qui va permettre une bonne perfusion des organes. Voilà. Donc, on a plusieurs types, donc, mais on peut, dans certains cas, soulager le cœur, mais c'est justement l'objectif principal, c'est d'améliorer la perfusion des organes. Et justement, donc, ce type d'assistance, il faut qu'elle soit utilisée d'une façon rapide. Donc, on va garder cette assistance pendant quelques jours ou quelques semaines, justement pour aller plus loin. Soit ça sera pour décider à une assistance plus avancée et plus prolongée, donc bridge to decision que j'ai dit tout à l'heure. Le bridge to bridge, donc c'est pour une assistance en LVAD, ou sinon le patient qui va récupérer et qu'on pourra enlever donc cette assistance de courte durée.
Alors, donc il faut toujours être attentif de ne pas trop proposer ces assistances de courte durée très, très vite. Donc, justement, parce qu'on a des effets secondaires, on a beaucoup de complications, ni trop tard, parce que sinon, donc, comme j'ai parlé tout à l'heure, donc, si on augmente trop les doses de noradrénaline, des catécholamines, on va avoir des problèmes liés à une vasoconstriction excessive périphérique, mésentérique. Donc, les patients ne seront plus candidats à des traitements autres, ou sinon, donc les patients qui vont évoluer vers une dysfonction multi-organe, et ces patients-là, malheureusement, on ne pourra rien faire pour eux, donc ça sera déjà trop tard. Donc, il faut trouver l'équilibre. Et comme on a plein de possibilités comme assistance de courte durée, donc on a le ballon de contre-pulsion, mais le ballon de contre-pulsion, maintenant, il est contre-indiqué, donc parce qu'il augmente la mortalité. Donc, on a l'Impella, on a d'autres systèmes, et qu'on utilise plutôt, c'est l'ECMO. Donc, vous verrez ici. Donc, on peut comparer ces types de supports. Donc, c'est vrai, l'ECMO, donc on utilise une canule au niveau de la veine fémorale, qui sera donc la canule au niveau de l'oreillette droite, et la canule de outflow, c'est au niveau de la aorte descendante. Donc, on arrive à plus de 4,5 litres par minute. Donc, mais on a quand même des complications, surtout on a des complications au niveau d'ischémie des membres inférieurs. Donc, pour cela, pour éviter, il faut mettre un petit cathéter de perfusion au niveau du membre inférieur. Et on a d'autres systèmes, Impella 2.5 ou Impella 5. Impella 2.5 qui donne un support hémodynamique de 2.5 litres par minute. Et donc, c'est un cathéter qui peut être placé par voie endovasculaire. Et le cathéter, donc Impella 5, donc il donne 5 litres par minute, mais normalement, c'est par voie chirurgicale. Donc, voilà, donc ce sont ces possibilités-là pour maintenir donc, la bonne perfusion des organes. Donc, les complications, donc on peut avoir une dysfonction du système, on peut avoir des troubles vasculaires comme des saignements, une ischémie de la jambe, comme j'ai dit, complications thromboemboliques, parce qu'il faut quand même avoir de l'héparine tout le temps, bien décoaguler le patient. On peut avoir des problèmes de thrombose, AVC, hémolyse, troubles de la coagulation, infection, inflammation. Donc, à un moment donné, il faut retirer ces assistances, et c'est là qu'il faut penser à d'autres choses. Et là, on arrive justement aux assistances de moyenne et longue durée. Donc, ce sont les LVAD, donc ce sont les Left Ventricular Assist Device, qui va aider justement qui va aider donc plutôt le ventricule gauche. Et là, on peut considérer justement pour les patients qui ont déjà une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée, avec un traitement optimal, qui sont donc éligibles pour la transplantation. Ça, c'est le bridge to transplantation. Mais justement, comme on n'arrive pas à les transplanter rapidement, on va donc les aider à atteindre la transplantation dans des meilleures conditions. Et la destination thérapie, qui normalement, on n'a pas encore l'autorisation en Belgique, mais donc ça va bientôt arriver. Donc, il a eu tout un dossier qui a été préparé, et donc normalement on aura l'autorisation pour aussi proposer aux patients le LVAD comme destination thérapie. Donc ce sont les patients qui ne sont pas candidats à une transplantation cardiaque, soit par l'âge, soit par exemple un patient qui a un cancer, donc on ne peut pas, avec une espérance de vie qui est assez correcte, on peut leur proposer donc comme destination thérapie. Et ici, donc c'est plutôt comment reconnaître ces patients qui sont éligibles au LVAD. Donc, ce sont des patients qui ont une insuffisance cardiaque chronique, qui ont des symptômes depuis plus de 2 mois, qui ont donc une fraction d'éjection inférieure à 25%, une VO2 pic inférieure à 12, les patients qui ont plus de 3 hospitalisations pour une décompensation cardiaque dans l'année qui précède donc à cette décision.
Donc, le patient qui est dépendant, donc ça, ce sont les patients qui sont à la maison, mais les patients qui sont hospitalisés, les patients qui nécessitent un traitement inotrope, qui on n'arrive pas, c'est vrai, donc qui on voit une aggravation de l'insuffisance, une dysfonction d'organes, comme par exemple l'insuffisance rénale et l'insuffisance hépatique. Et donc aussi donc les patients qui montrent une aggravation, par exemple, à une augmentation de pression de remplissage avec une PAPO supérieure ou égale à 20, une pression artérielle qui est basse et un index cardiaque inférieur ou égal à 2 litres par minute par mètre carré. Mais une chose importante, c'est qu'il faut que ces patients présente une bonne fonction ventriculaire droite, parce qu'il ne faut pas oublier que le LVAD va justement soulager, va aider le ventricule gauche et peut aggraver une insuffisance ventriculaire droite si elle existe déjà avant l'implantation de l'assistance. Donc là, comme assistance, on a plusieurs types d'assistance, donc de moyenne et longue durée. Donc, on a donc plusieurs générations d'assistance. La première génération, c'est l'assistance pulsatile qui maintenant on n'utilise plus parce qu'on avait beaucoup de complications infectieuses, thrombotiques. Et maintenant, on est aux assistances de deuxième et troisième génération qu'on appelle à flux continu. Donc, la deuxième génération, donc normalement c'était le HeartMate 2, c'est une pompe à turbine axiale. Et maintenant la troisième génération, c'est une pompe centrifuge. Et comme troisième génération, on a donc le HeartMate 3 et le Heartwear. Et donc le principe de fonctionnement, c'est le même. Donc on a donc, une canule qui est positionnée au niveau de l'apex du ventricule gauche. Donc là, elle est reliée donc justement à une turbine. Donc ici, le HeartMate 3 et ici, le Heart 3. Et donc cette turbine, elle est reliée à un contrôleur. Donc ici, donc toute cette partie-là reste à l'intérieur du corps. Et ici, donc c'est un câble extérieur qui est relié à un contrôleur. Et ce contrôleur est relié aux batteries. Donc le principe, c'est que donc ce contrôleur va donner de l'énergie à que la pompe, elle fonctionne. Et donc, le système, donc le sang, il est aspiré par la pompe. Donc, une pompe centrifuge qui va justement tourner et qui va éjecter le sang donc, sur la canule qui va être placée au niveau de l'aorte et qui va distribuer le sang à tout le corps. Donc, ce système de troisième génération, donc c'est un système qui fonctionne avec une lévitation magnétique. Donc donc on voit mieux ici. Donc la turbine, elle tourne, mais ça reste en lévitation et le sang, il n'a pas de contact avec la machine, avec le métal, et ça diminue le risque de thrombose à l'intérieur de l'assistance. Donc, il a eu, donc en 2019, donc il a eu une étude qui a comparé, donc c'est le HeartMate 2, donc la pompe axiale, avec le HeartMate 3, donc la pompe centrifuge, et on a vu une supériorité de la pompe centrifuge par rapport à la pompe axiale au niveau de la survie, donc justement sans événement. Et donc, une chose qui vraiment a été démontrée comme une évolution considérable, c'est que le HeartMate 3 par rapport au HeartMate 2, on a quand même une diminution importante de la thrombose de pompe et surtout des AVC. Voilà. Donc, c'est pour ça que maintenant, on utilise de plus en plus le HeartMate 3. Ici, à Erasmus, on a les deux, le Heartwear et le HeartMate 3, mais depuis l'année dernière, on utilise de plus en plus le HeartMate 3 justement pour éviter donc, la survenue des AVC dans cette population. Ici, c'est pour vous donner une idée que depuis 11 ans, donc depuis 2006, on a plus de 25 000 implants donc de LVAD dans le monde. Et donc, la plupart donc, sont des pompes à flot continu, donc deuxième et troisième génération. Et donc, avec ou sans une assistance droite,
mais donc, si on n'utilise que le LVAD, donc le flot continu que pour dans le ventricule gauche, on a plus de 18 000 donc, patients qui ont déjà bénéficié de ce type d'assistance avec une bonne évolution. Donc, on voit par exemple une survie à 1 mois de 96% et à 12 mois, la survie est de 83% dans cette population. Et si on regarde par rapport à la transplantation, c'est vrai que la transplantation, la survie à 1 an, elle est quand même de 80%. Donc, la survie à 1 an avec la pompe et avec la transplantation, c'est similaire. Mais si on regarde, donc par rapport à, si on évolue dans le temps, donc ici, par exemple, à 2 ans, on a 73%, mais à 5 ans, on est à 46% de survie avec une assistance ventriculaire gauche, et à 5 ans, avec la transplantation, on est proche de 75%. Donc, c'est vrai que la transplantation, elle montre encore une supériorité par rapport au LVAD pour la survie à plus long terme. Mais comme les assistances évoluent et on voit quand même une amélioration de plus en plus avec les nouvelles assistances, peut-être on sera un jour donc avec une similarité à long terme entre la transplantation et les assistances, le LVAD de longue durée. Les complications, donc infection, thrombose, saignement, AVC, insuffisance ventriculaire droite, dysfonction du VAD, décès. Et donc, la complication la plus fréquente et la plus importante, c'est l'insuffisance ventriculaire droite. Donc, pourquoi? Parce qu'elle augmente la morbidité et la mortalité. Donc, parfois, c'est très difficile d'évaluer la fonction ventriculaire droite en préopératoire, difficile à prédire, donc la survenue d'insuffisance ventriculaire droite, difficile à traiter. Et c'est pour ça que c'est très important d'optimaliser et de bien évaluer les patients avant l'implantation de l'assistance et aussi pendant l'implantation de l'assistance. Bien sûr que si on a une insuffisance ventriculaire droite post l'implantation d'une assistance gauche, il faut aider les patients avec une assistance ventriculaire droite. Et cette assistance ventriculaire droite, on n'a pas grand-chose à leur proposer. Donc ici, on utilise plutôt l'ECMO droite. Donc, mais parfois, c'est très, très difficile d'améliorer cette dysfonction ventriculaire droite post-implantation de l'assistance gauche. Donc, c'est pour ça qu'on utilise aussi des scores, donc justement pour essayer de prédire donc les patients qui vont développer, qui ont plus de risques de développer une insuffisance ventriculaire droite post l'implantation de l'assistance ventriculaire gauche. Et là, par exemple, on a des variables. Le rapport entre la POD et la PAPO, c'est les supérieurs à 0,54, une hémoglobine inférieure ou égale à 10. Donc, si le patient, avant l'implantation de l'assistance, a plus de 3 ou 3 inotropes par voie intraveineuse, donc la classe Intermax, elle est très importante. S'il a une dysfonction ventriculaire droite sévère en préopératoire, donc on a des points, et on fait la somme des points, donc ça en préopératoire, et on a aussi le temps de CEC, donc s'il est supérieur à 100 minutes, donc ça rajoute un point et ça peut aussi aggraver, donc augmenter le risque d'insuffisance ventriculaire droite post-implantation du LVAD. Et là, donc on arrive à un score. Donc si le patient a un score bas, entre 0 et 2, donc le risque de développer une insuffisance ventriculaire droite post-implantation, donc il est de l'ordre de 15%. S'il a entre 2 et 4, donc le risque il est proche de 30%. Mais s'il a un score supérieur à 4, donc là, il aura probablement un risque beaucoup plus important. Donc parfois, c'est pas parfois, c'est tout le temps. Donc on utilise ce score donc pour voir si les patients ont le risque, quel est le risque d'insuffisance ventriculaire droite post une assistance. Et dans certains cas, donc on ne va pas aller vers l'assistance gauche, donc vers le LVAD, mais dans certains cas, on peut, donc si on pense que peut-être le patient peut passer le cap
on peut proposer au chirurgien de poser l'indication d'assistance gauche, mais qu'il pose donc tout de suite, même encore au bloc opératoire, une assistance droite, justement pour permettre le patient de passer les jours qui suivent ou même quelques semaines après l'implantation de l'assistance gauche, justement pour passer le cap et espérer qu'il puisse quand même vivre avec son assistance gauche. Donc justement, les points importants, c'est pour la sélection des patients, c'est bien évaluer la gravité du patient, évaluer les risques et bénéfices du traitement, l'utilisation précoce du LVAD, justement pour éviter que le patient arrive avec une insuffisance rénale et une insuffisance hépatique qu'on n'arrive pas même à proposer ni LVAD ni transplantation. Et pour l'optimisation du patient avant l'implantation, il faut penser aux aspects nutritionnels, donc bien évaluer les pressions pulmonaires, optimisation du volume, donc il ne faut pas que le patient arrive au LVAD en surcharge, donc optimisation de la coagulation, optimisation de la fonction rénale et donc traiter les infections. Donc ça c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier que le LVAD c'est un corps étranger métallique, donc si le patient a une infection, il a une septicémie avant l'implantation du LVAD, il a de fortes chances qu'il infecte le dispositif et après, on sera obligé de retirer le dispositif. Voilà, ce sont des choses à faire très, très attention avant l'implantation et bien sûr le support psychologique parce que ce n'est pas facile de vivre avec une machine. Et donc, la capacité du patient à s'occuper de l'assistance, donc parce que c'est lui qui va charger ses batteries, c'est lui qui va faire attention aux alarmes, c'est lui qui va vérifier beaucoup de choses qu'on va demander aussi aux patients de vérifier tous les jours. Donc, c'est ça c'est très important, donc de bien trouver le bon moment. Donc, si c'est très tôt, donc on va implanter les gens qui n'ont pas besoin d'être implantés. Et si c'est trop tard, donc on va diminuer la survie et donc on va avoir plein de complications. Toujours penser que l'insuffisance cardiaque avancée, donc il faut être identifié rapidement pour éviter justement que les patients donc, soient hospitalisés rapidement, régulièrement, parce qu'on sait qu'à chaque événement aigu, donc ça c'est la capacité fonctionnelle du patient, ici c'est à chaque hospitalisation. À chaque hospitalisation, le patient va perdre en capacité fonctionnelle. Donc, il va récupérer après la sortie de l'hôpital et à chaque hospitalisation, il va perdre sa capacité fonctionnelle. Et à un moment donné, donc, si on n'arrive pas à intervenir donc, pour éviter les nouvelles hospitalisations, malheureusement, à un moment donné, on ne pourra rien leur proposer à part les soins palliatifs. Voilà. Donc, ici, c'est pour... seulement pour vous donner une idée l'insuffisance cardiaque avancée nécessite vraiment donc l'implication de beaucoup de gens, donc beaucoup il faut beaucoup de volonté parce qu'il faut le cardiologue de ville, il faut le cardiologue de l'hôpital, il faut le médecin traitant, il faut le psychologue, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire qui est nécessaire justement pour prendre en charge ces patients. Et après, justement, pour vous dire qu'ici à Erasme, donc à la clinique d'insuffisance cardiaque, donc on a justement une équipe pluridisciplinaire, donc qui on prend justement en charge les patients, donc justement depuis le début, donc l'éducation de la famille, donc la réduction des facteurs de risque, donc le traitement, l'optimisation du traitement, donc la diététicienne qui s'occupe justement donc, de tout ce qui est restriction hydrosodée et jusqu'à donc à l'implantation des assistances gauche et aussi la transplantation. Et voilà, donc c'était un peu long, mais je pense que... Merci, merci beaucoup.
Voilà, parce qu'il a beaucoup de choses à parler. Merci, merci. Donc, voilà, merci à Merci vous. pour votre excellent exposé et ces données très intéressantes, bien imagées. Et malheureusement, bon, nous, on a beaucoup d'insuffisance cardiaque avancée, mais euh, pour nous, ce domaine, j'espère que Shahinaz, avec votre support, va lancer un peu toutes ces techniques. Et donc, je cède un peu la parole à l'auditoire et s'il y a des gens qui veulent poser des questions, euh, donc dans Zoom, vous pouvez lever la main et pour poser des questions. Ou bien, voilà, c'est ouvert hein, pour ceux qui veulent intervenir. Euh, si on peut commencer par nos amis d'Erasme qui sont là. Oui, comme Voilà, vous voulez. allez-y, allez-y, c'est ouvert. Si vous avez des questions. Allez-y, allez-y. Bon, je peux poser déjà une petite question, celle qui vient à la fin, en fait. Hein. Le prix, c'est Ah, la question qui fâche. alors, Et, le prix. euh, Alors, le prix des assistances, donc là, il faut compter vraiment, c'est cher. Hein. Donc, ouais, moi, j'ai pas le coût exact en tête, mais il faut compter plus de 100 000 euros. 100 000 euros. Hein. Les VAT, hein, pour les VAT. Hein. Donc, pourquoi? Parce qu'il a bon, la machine, il a tout ce qui est. Il faut pas oublier qu'il a le pansement. Donc, il a tout ce qui est autour de la machine. Donc, la machine, bien sûr, qui coûte très, très cher. Mais comme le câble, il sort par la peau, donc il faut quand même que le pansement soit fait régulièrement. Donc, au départ, tous les jours, après tous les 2 jours. Donc, maximum 3 fois par semaine. Donc, il a la visite des infirmières. Donc, il a le traitement anticoagulant. Donc, les INR à faire aussi. Donc, il a beaucoup de choses donc, qui ne sont pas comptabilisées donc, que par le prix de la machine, mais il ne faut pas oublier. Donc, c'est cher. Et la transplantation, je pense qu'elle reste aux alentours de, je pense, entre 100 et 150 000 euros aussi. Donc, c'est cher. Mhm, mhm. C'est très, très cher. Nous avons notre ami le professeur Aït Mokhtar. À toi, Omar. À toi là, qui pose une question sur l'œdème pulmonaire. Vas-y, Omar. Oui, enfin, l'ECMO, on sait que ça peut générer des œdèmes pulmonaires. Oui. Comment gérez-vous ces œdèmes pulmonaires? Est-ce que vous mettez des impellats, Bon. Alors, donc, c'est vrai que les édèmes pulmonaires, donc, qu'est-ce qui se passe? On augmente le débit donc, et on va augmenter le retour veineux. Et donc, justement, on arrive à augmenter le retour veineux et on augmente la perfusion, le retour veineux au niveau pulmonaire. Et ça, donc, la seule chose à faire, c'est diminuer le débit de la machine. Donc, diminuer justement le débit, donc le nombre de tours par minute, le débit de la machine. D'accord. Merci. Voilà. Nous avons Renaud aussi, une de nos invitées d'Erasme, Oui. qui pose une question. Allez-y, prenez la parole. Oui, bonjour. Merci pour la Bonjour. présentation. Euh, J'avais une question sur le score de prédiction d'insuffisance cardiaque droite. Oui. Il me semble qu'il ne prend pas en compte des critères échographiques de fonction droite. Et donc, je me demandais si ça valait la peine d'implémenter quand même ce score avec de l'écho ou pas. Alors, une très bonne question, Renaud. Donc, c'est vrai qu'il a le score Euromax, il dit seulement donc, dysfonction ventriculaire droite sévère. Donc, mais on ne dit pas plus. Donc, si c'est le TAP, si c'est l'onde S, si c'est la dilatation VD. Donc, nous, on a fait un travail ici avec Federica, donc justement, pour voir si on avait d'autres facteurs qui pourraient être plus intéressants dans notre population pour identifier les patients qui pourraient avoir une insuffisance ventriculaire droite post-implantation d'un LVAD. Finalement, on a trouvé plus ou moins les mêmes facteurs qu'Euromax, mais donc pour les patients qui restent intermédiaires, donc on a fait aussi, donc on a essayé de vérifier au niveau de la taille du VD, donc préopératoire, donc le diamètre du VD. Et pour ces patients-là, donc on pense que si on a un score entre 2 et 4, donc si on a la taille du VD, on arrive quand même à trancher un peu plus
un score plus bas ou un score plus élevé. Voilà. Donc là, dans notre population, ça a marché. Donc avec un critère objectif, avec la taille du VD, par rapport aux critères subjectifs, c'est dysfonction ventriculaire droite sévère dans l'Euromax. Donc là, on essaie d'écrire quelque chose là-dessus. Il y a notre ami Dahiman. Nawal, tu as une question, je pense. Vas-y. Puis on donne la parole à Shahinaz. Nawal, vas-y. Nawal. Alors oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question est, en fait, chez les patients qui présentent une dysfonction ventriculaire droite, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme bridge pour la transplantation, vu que les systèmes de circulation, d'aide circulatoire sont plutôt contre-indiqués? Alors, ça, c'est une bonne question parce que c'est très compliqué. On n'a pas grand-chose à leur proposer. Alors, si c'est une insuffisance ventriculaire droite, donc aiguë, donc c'est l'ECMO droite. Mais donc ces patients-là, donc et on a plusieurs cas. Donc dans ces cas-là précis, on peut aller vers la transplantation en urgence parce qu'on sait que l'implantation d'un LVAD va aggraver l'insuffisance ventriculaire droite. Donc là, ça peut être un critère pour aller vers la transplantation en urgence. Shahinaz, tu as une question? Vas-y, Shahinaz. Tu as levé la Oui, main. moi j'ai une question à propos de la BIVAD. Pourquoi on ne privilégie pas beaucoup la double assistance droite et gauche? Alors, donc quand on a une dysfonction VD, par exemple, associée avant l'implantation de LVAD. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup. Donc, on n'a pas des assistances vraiment pour créer pour le VD. Donc, il a des équipes qui font, donc par exemple, le HeartMate 2 en position gauche et en position droite. Mais c'est vraiment, c'est très, très compliqué à gérer parce que les deux assistances sont plus ou moins en compétition, donc ça ne dure pas longtemps. L'autre possibilité, donc on a des assistances qui sont cardiaques totales, mais là, donc ça nécessite, donc on enlève le cœur et on remplace par la machine, mais on n'a pas la possibilité de faire ici en Belgique. Mais donc la double assistance gauche-droite, comme on a de longue durée, ça n'existe pas. Mehdi, tu veux poser une question? Vas-y, Mehdi. Pose ta question. Oui, je voudrais poser une question, toujours sur l'insuffisance ventriculaire droite. Quand on est à un stade avancé, quelle est la drogue vasoactive, j'ai envie de dire, la mieux adaptée pour gérer une telle situation? Alors, donc pour l'insuffisance cardiaque aiguë avec une dysfonction VD prédominante, donc la drogue de choix, c'est la noradrénaline et le lévocimendon. Ce sont les choses qui sont les plus adaptées, donc qui sont préconisées dans l'insuffisance ventriculaire droite. Vous utilisez beaucoup le lévocimendon dans toutes les situations? Alors, pas dans toutes les situations, mais on l'utilise assez souvent. Oui. Donc, dans l'insuffisance ventriculaire droite, donc c'est un des exemples. Après, on utilise, par exemple, pour les patients qu'on n'arrive pas à sévrer de la dobutamine, donc on utilise le lévocimendon pour pouvoir sévrer donc de la dobutamine. Donc, on a d'autres patients qui sont déjà listés pour la transplantation, qui viennent donc régulièrement pour des perfusions de lévocimendon aussi. Voilà, donc on utilise assez régulièrement. Alors, on a une question aussi. Alors là, il ne met pas son nom. C'est Dell XP 9370. Allez-y, devinez. Qui a une question. Présentez-vous et posez votre question. Allez-y. Dell XP 9370. Voilà. On vous dit toujours de mettre votre nom et votre photo. Allez-y, posez votre question. Alors, peut-être il ne veut pas poser. Peut-être qu'il est timide ou elle est timide. Peut-être le micro, il n'est pas ouvert. Vous pouvez la lire. Hein? Sinon, je vous lis la question. Vous pouvez lire. Après l'ECMO. Quelle est votre expérience avec les STEMI compliquées par choc cardiogénique et donc dysfonction ventriculaire gauche sévère?
quel type d'assistance utilisez-vous? À quel moment arrêtez-vous la prise en charge? Voilà. Donc ça, c'est une bonne question aussi. Parce que normalement, pour les STEMI, on préconise plutôt l'Impella. Mais bon, l'Impella, donc c'est pas très facile. On a quelques possibilités d'utilisation ici, mais donc c'est pas le plus accessible, je dirais. Voilà. Donc, mais le mieux, c'est l'Impella. Mais sinon, donc si on n'a pas de possibilité, ça serait l'ECMO. Voilà. Mais on sait que l'Impella, donc a moins de complications au niveau, donc préserve mieux, on va dire, donc la zone qui est en farcie avec moins de complications par rapport à l'ECMO. Voilà. Et quel type d'assistance, à quel moment arrêtez-vous la prise en charge? Donc ça, c'est toujours, il faut aider le patient dans la phase aiguë, donc pour améliorer la perfusion des organes, donc pour préserver les organes. Et après, on va toujours se poser la question. Donc, si par exemple, si c'est un Impella, donc c'est un ECMO, donc on peut encore avoir quelques semaines, donc maximum 2 à 3 semaines d'assistance de courte durée. Et dans cette période-là, donc avec l'assistance de courte durée, il faut déjà se poser la question. Donc, si on peut aller plus loin, et si on va plus loin, c'est soit l'assistance, soit une transplantation en urgence. Si c'est un STEMI et qu'on ne sait pas si le patient va récupérer sa fonction, on préfère toujours ne pas partir directement sur la transplantation, mais si le patient n'arrive pas à être sévré de l'assistance de courte durée, ça serait le LVAD. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Profitez de la présence de l'expert en transplantation, un domaine malheureusement qui n'est pas très avancé chez nous, hein. On regrette du fait du prix, du fait de beaucoup de facteurs. Nous avions fait une étude chez nous sur le score nutritionnel CONUT. Bon, il y a pas mal de scores nutritionnels, de dénutrition, qu'on a trouvé très bien corrélés au score magique. C'est une question un petit peu de chef de service. Est-ce que vous avez un nutritionniste pour prendre en charge les insuffisances cardiaques avancées? Tout à fait, tout à fait. On a une équipe multidisciplinaire, donc on a une diététicienne. Diététicienne. Qui voit les patients. Alors, donc, normalement, on a donc, un service avec les kinés pour la révalidation cardiaque aussi. Donc, la diététicienne qui prend en charge ces patients, qui donne des consignes donc, alimentaires. Donc, et on a aussi des infirmières, donc, une infirmière coordinatrice. Très bien. Qui voit les patients aussi en consultation pour l'éducation thérapeutique, qui a que les patients appellent assez souvent. Donc, si par exemple, on demande toujours aux patients de surveiller leur poids, donc régulièrement, donc ils ont à faire ça, donc 2-3 fois par semaine. Donc la tension, donc s'ils sont plus essoufflés, mais si par exemple s'ils voient que les jambes gonflent, s'ils prennent du poids, ils appellent rapidement donc l'infirmière coordinatrice. Et là, soit on gère par téléphone avec l'augmentation des diurétiques, ou donc on ajoute un autre traitement, ou sinon on donne un rendez-vous un peu plus rapidement pour qu'il soit revu en consultation. Très bien. Et la diététicienne, elle nous aide énormément. Très bien, merci. Et dans certains cas, donc pour les patients obèses, comme j'ai dit, les patients qui sont à un BMI supérieur à 35, qui sont contre-indiqués pour la transplantation et qui ont besoin d'un traitement plus poussé. Donc ça, on peut, même on leur propose, bien sûr, le régime initialement, mais si on n'arrive pas si les patients n'arrivent pas, on leur propose d'aller voir la plateforme obésité pour des chirurgies bariatriques. Et pour d'autres patients qui sont dénutris, donc on propose soit une gastrostomie, par exemple, pour pouvoir avoir une alimentation à la maison, un support nutritionnel plus important pour avoir dans des meilleures conditions pour aller jusqu'au LVAD ou la greffe. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, hein. Je vois que s'il n'y a pas de questions, peut-être qu'on va laisser le mot de la fin à un ou une de nos invités d'Erasme.
si un des jeunes veut bien prendre la parole et nous donner une petite conclusion, un genre de take-home message. Ou bien on va laisser ça à Shahinaz. C'est elle qui est l'initiatrice de cette conférence et j'espère qu'on va vous revoir encore une fois. C'était une très bonne communication. Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses. Shahinaz, on te donne le mot de la fin. Vas-y, Shahinaz. Allez. Okay. On remercie beaucoup le docteur Roussoulière pour cette excellente présentation. C'est toujours bénéfique de vous écouter. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je me demande si un des PG d'Erasme voudrait dire un mot aussi, Renaud ou Julia ou quelqu'un d'autre. Allez-y, ne soyez pas timide. Un petit mot de la fin. Alors, est-ce que quelqu'un se... Bon. Merci beaucoup pour tout le monde et merci encore une fois et j'espère qu'on se reverra. Vous avez mon adresse mail si vous voulez quand même, s'il a des cas un peu difficiles, compliqués, si vous voulez qu'on discute avec plaisir. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci. Allez, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.